Voilà, donc bienvenue à ce webinaire. Alors, on appelle ça les webinaires Ecovitisol. Ecovitisol n'étant pas une entité à part entière, mais plus un projet de recherche participative qu'on déploie dans différents territoires viticoles. Mais comme en fait, on vous a vu pour les vignerons qui participaient au projet en novembre et qu'on va vous revoir post-vendange en octobre, avec presque un an, on s'est dit au milieu, il faut qu'on me donne quand même un peu de nos nouvelles sur l'évolution du projet très rapidement. Et puis aussi pour faire une petite animation scientifique et technique sur la qualité des sols viticoles, du sol et puis de ce qu'il y a aussi au-dessus du sol. Donc voilà comment on a construit ce programme pour ce soir. Donc déjà, les 3 premiers quarts d'heure, on va vous présenter avec Cyril Zappeini et Olivier Deltens le projet Ecovitisol, quels sont ses fondements et les résultats qu'il a déjà eus, alors assez rapidement. Voilà. Et puis même Olivier a fait une petite animation sur ce que devient un échantillon de sol une fois qu'on l'a échantillonné. Alors, ça sera plus à destination des viticulteurs qui ont participé au projet pour voir un petit peu, quand on est sorti de leur parcelle avec des sacs de sol, ce que c'est devenu et ce qui est en train d'être analysé sur la qualité du sol. Voilà, on essaiera de pas trop dépasser. Après, je donnerai la parole à Aurélie Métais, qui travaille à l'UMR à Abscis à Montpellier. Et en fait, il y a beaucoup de questionnements en ce moment sur les couverts végétaux en vigne, hein. Ça fait partie des pratiques un peu à développer, notamment dans le cadre de l'agroécologie. Et donc, on a fait appel à une spécialiste de ces couverts végétaux dans les systèmes viticoles et surtout dans les systèmes viticoles méditerranéens, parce que voilà, vous avez des spécificités pédoclimatiques assez importante. Et donc, on va venir parler des milieux méditerranéens et des problématiques, notamment de compétition hydrique et autres, associées à la gestion de ces couverts. Et puis, on finira avec Pierre Barré. Donc là, on va revenir dans le sol et sur un questionnement qui est très important, qui est voilà, l'évolution des stocks de carbone dans le sol, hein. Bien sûr, le monde agricole participe à la transition agroécologique, mais aussi à la mitigation des changements climatiques. Et on a beaucoup d'espoir sur les sols agricoles, et notamment aussi sur les sols viticoles, hein. On dit toujours que c'est des petites surfaces, que ça ne va pas beaucoup impacter, mais il y a des grandes capacités de stockage. Voilà, donc on va parler stock de carbone avec Pierre Barré, qui est un expert national et international au CNRS de Paris, et qui travaille aussi avec nous dans Ecovitisol. Donc on va vous parler des stocks de carbone et de ce qu'on va aussi mesurer sur ces stocks de carbone dans les sols viticoles qui ont été échantillonnés en Côte-de-Provence. Et Pierre, un peu comme nous, vous présentera aussi ce qu'on a obtenu dans d'autres territoires viticoles comme la Bourgogne ou l'Alsace. Voilà. Donc, dernier petite voilà, mise en garde sur coupez bien vos micros. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat au niveau de discuter. Voilà. Nous, on va essayer de les gérer en même temps qu'on gère aussi l'animation des conférences. Et puis, à la fin de chaque intervention, donc à la fin de chacune des 3 interventions, on verra si on n'est pas trop en retard pour faire un jeu de questions-réponses. Si on ne pose pas votre question, ne soyez pas trop frustrés ou mécontents. De toute façon, on essaiera de vous donner les coordonnées avec leur accord des intervenants, c'est-à-dire mail hein, essentiellement. Et vous pourrez aussi poser vos questions directement par mail. Et je sais que les gens qui interviennent généralement dans ces webinaires sont assez disponibles pour répondre directement aux viticulteurs. Voilà. Si ça va bien à tout le monde, je vais attaquer, hein, puisque c'est moi qui commence en termes de présentation. Alors bien sûr, ça ne marche pas. Voilà. Ça défile les diapos, c'est bon? Voilà, donc on va commencer ce webinaire par vous présenter ou même représenter, pour ceux qui font partie de ce projet, donc Ecovitisol, qui est un projet de recherche participatif et qui est là pour évaluer les impacts des modes de production et des pratiques viticoles sur la qualité microbiologique des sols. Donc quand on parle de mode de production, on parle de conventionnel, bio et même biodynamie, mais on ne va pas analyser que ça, on va aussi analyser plus finement les pratiques associées ou non à ces modes de production, parce qu'il y a des pratiques spécifiques de chaque mode de production, et puis d'autres qui sont plus transversales, le travail du sol, la couverture végétale, etc., et qui ne font pas partie de ces cahiers des charges. Donc, on va aborder ces différents niveaux de finesse sur globalement la gestion des sols viticoles, et là, donc, dans les Côtes-de-Provence. Voilà, Olivier, tu m'excuses, c'est pas la dernière version, j'ai oublié ton nom dans la liste des auteurs, mais tu es bien partie de l'équipe et on en est très content. Voilà, première boulette de la soirée. Alors, le contexte viticole français. Voilà, on va repartir sur des choses un peu globales. En termes de surface agricole utile, la vigne, c'est à peu près 800 000 hectares, c'est-à-dire pas beaucoup en termes de surface agricole, puisque c'est simplement 3% des surfaces nationales, mais d'un point de vue économie, ça pèse lourd, hein, la vigne, puisque c'est le premier poste exportateur français, avec plus de 10 milliards d'euros par an, quand on combine, bien sûr,
tous les territoires viticoles français. Et cette production et cette économie, ben, elle entraîne certaines pratiques viticoles. Voilà, certaines sont assez consommatrices de produits phytosanitaires. On dit généralement qu'on utilise 20% des pesticides sur 3% des SAU. C'est vrai qu'en vigne, on a tendance à utiliser beaucoup de pesticides et notamment une majorité d'antifongiques. On oublie un peu, mais on a aussi une forte mécanisation en termes de travail du sol, de gestion des couverts. Et puis, c'est une culture pérenne qui est généralement connue pour avoir une mauvaise couverture des sols. Alors bien sûr, ça peut être différent en fonction des territoires, mais globalement, à part certains territoires, on a encore un petit peu de mal à couvrir les sols. Et quand on dit couvrir les sols, c'est en plus du cep de vigne, dans le rang ou l'interrang, d'avoir une couverture végétale relativement pérenne et diversifiée. Et en fait, l'accumulation de ces pratiques aujourd'hui, on le sait, ont des résultantes un peu négatives sur l'environnement, avec des processus d'érosion au niveau du sol, voilà, par rapport à le travail du sol et une mauvaise couverture végétale, et puis des choses un peu plus récentes, comme des baisses de biodiversité aussi du système viticole, et notamment au niveau des sols. Et donc, ben voilà, on peut se poser directement la question de la durabilité de certains modes de production viticole, hein, comme on se pose aussi des questions similaires dans d'autres systèmes de production, comme la grande culture, etc. Et puis, il y a aussi toute une acceptabilité sociétale qui est en train de changer sur les modes de production agricole et notamment sur les modes de production viticole, voilà, notamment par rapport à des riverains ou même par rapport à des consommateurs qui sont de plus demandeurs d'avoir une idée de l'empreinte environnementale, indépendamment du côté santé publique, une empreinte environnementale des modes de production sur le carbone, sur le climat et même sur la biodiversité. Et on parle même d'indicateurs, de labels comme les éco-scores ou les Planet Scores qui vont arriver dans quelques années en prenant en considération en fait ces critères environnementaux. Nous, on ne dit pas qu'on est pour ou qu'on est contre, hein. On subit toujours un peu aussi le système des labels, mais à un moment, si la consommation est demandeuse, il va bien falloir l'écouter à un moment ou à un autre. L'animation ne marche pas avec. Voilà. Alors, je vais rappeler plus rapidement ce qu'est la transition agroécologique, parce que c'est le contexte quand même depuis les années 2010 dans lequel se positionnent tous les systèmes de production, je dirais, en France et en Europe, et même plus largement. C'est produire autant, voire plus, hein. On est quand même toujours dans un modèle économique équilibré, mais surtout mieux. Alors, quand on parle de mieux, c'est bien sûr d'un point de vue nutritionnel, santé publique, mais aussi environnemental. Et c'est vrai qu'historiquement, mais ça commence à dater, le sol était reconnu d'un point de vue agronomique comme un simple support inerte de production. Et puis la recherche aidant, mais aussi l'évolution voilà, de la considération du sol font qu'aujourd'hui, ce n'est pas un support inerte de production, c'est un écosystème avec un véritable patrimoine biologique qui est à même de rendre des services pour les sociétés humaines et même des services pour la production agricole. C'est-à-dire dans la transition agroécologique, ce que l'on veut, c'est se baser en fait sur, notamment, hein, pas que, mais cette biologie du sol pour lui faire exprimer des services, avoir une certaine vision utilitariste de cette biodiversité, des services de fertilité, de protection des cultures, de réserve hydrique, et globalement de la durabilité du système de production. Et bien sûr, en agroécologie, le sol est un des bras de levier, hein. Il y a aussi bien sûr de la biodiversité au-dessus du sol et dont on ne parlera pas ce soir ou plus largement, mais le sol est un des bras de levier pour créer des systèmes de culture innovants, et notamment la biologie du sol. Alors, quand on regarde la biologie et plus particulièrement la microbiologie, c'est vrai qu'on met souvent ce ciel étoilé parce que Hubert Reeves disait il y a quelques années qu'il y avait plus de micro-organismes dans 1 mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel, et il n'avait pas tort. Alors, il le savait déjà, hein, parce que quand on regarde dans 1 gramme de sol, si on regarde les micro-organismes, qui est le fondement des projets Ecovitisol, on a plusieurs milliards de bactéries par gramme de sol en termes d'individus et plusieurs millions d'espèces. Et sur les champignons, c'est un peu moins. On a plusieurs millions à dizaines de millions d'individus champignons par gramme de sol, mais là on parle de filaments microscopiques, et plusieurs milliers à dizaines de milliers d'espèces, toujours dans 1 gramme de sol. Donc une diversité énorme qui est là en termes de patrimoine, mais un patrimoine qui remplit des grandes fonctions. Et quand on regarde les grandes fonctions, la principale, c'est la minéralisation de la matière organique. C'est-à-dire bactéries et champignons sont les seuls organismes du sol, mais aussi sur Terre, à pouvoir minéraliser la matière organique, c'est-à-dire à transformer la matière organique en matière minérale. Et on sait que la plante, elle, se nourrit de matière minérale et non pas de matière organique. Donc ce sont eux qui sont à la base de la fertilité, on va dire, naturelle, biologique du sol. En plus, comme ils sont capables de dégrader cette matière organique, ils vont être aussi impliqués dans la structure du sol, puisqu'ils vont fournir des ciments organiques qui vont coller les particules minérales entre elles et faire des agrégats, petits, gros, et donc de la porosité, c'est ce qu'on appelle la structure du sol. Et donc cette structure du sol, elle est très importante, notamment pour le monde agricole, parce que c'est ce qui va définir la réserve hydrique, c'est ce qui va définir aussi la capacité d'enracinement d'une plante. Si elle est mauvaise, si elle est tassée, la plante aura plus de mal à s'enraciner, il y aura moins de réserve hydrique. Voilà. Donc la notion de structure du sol est très importante. Et eux, les micro-organismes, quand ils structurent le sol, ils le font parce qu'ils construisent leurs habitats
ni plus ni moins, mais en même temps, ils permettent à la plante de se développer, avoir une meilleure réserve hydrique et globalement, si on a une production agricole, d'avoir un système plus efficace, plus productif. Ces micro-organismes, ils sont aussi fortement impliqués dans les problèmes de dépollution d'un sol. Donc, on peut se dire, ah, ça n'intéresse pas les sols agricoles, ça c'est pour les milieux industriels ou voir les milieux urbains. C'est faux. Les sols agricoles reçoivent des métaux lourds, notamment en cuivre. On sait qu'on a beaucoup de cuivre, en vigne, on a beaucoup de cuivre. On a aussi des pesticides de synthèse. Et donc, ces micro-organismes participent à la rémédiation, à la dépollution de ces systèmes. Et puis, on connaît les bactéries et les champignons comme étant des pathogènes pour certains. Souvent, on n'a que ce prisme-là de la microbiologie, mais il y en a beaucoup aussi qui sont bénéfiques et qui sont antagonistes de ces pathogènes. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de biosolutions ou de biocontrôle pour lutter contre les maladies, notamment au niveau de la vigne, et on utilise beaucoup de micro-organismes qui sont des antagonistes de pathogènes ou de ravageurs de certaines cultures. Donc, vous voyez qu'ils ont tout un panel de fonctions biologiques naturelles pour ces micro-organismes qui sont intéressantes pour la société humaine, mais aussi plus globalement pour la production agricole et notamment viticole. Alors, rapidement aussi, le but, ce n'est pas de vous faire un cours, hein, mais c'est de vous rappeler les grands fondements qu'on a sur la microbiologie du sol et son importance et son intérêt. En quoi la biodiversité, notamment microbienne d'un sol, est très importante. Alors, on sait d'un point de vue expérimental, diluer, éroder cette biodiversité, je ne rentre pas dans les détails, et on a comparé des sols qui avaient la biodiversité maximum avec le même sol qui a perdu 30% de ces espèces microbiennes, bactéries et champignons. Et en fait, on voit que si on a une perte d'à peu près un tiers de la diversité microbienne d'un sol, on perd 40% de la minéralisation de la matière organique d'un sol, c'est-à-dire la capacité d'un sol à minéraliser la matière organique et à fournir des éléments minéraux à la plante. On perd 50% de la productivité végétale, vous allez me dire ça va de concert avec la minéralisation de la matière organique, pas que, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. On perd par rapport aussi à un stress sécheresse, la plante qui est dans un sol plus diversifié ne résiste pas mieux à la sécheresse. Par contre, quand l'humidité revient, quand la pluie revient, elle se réhabilite plus vite et plus fortement qu'une plante qui a poussé dans un sol où il y a un tiers de moins en diversité microbienne. Donc il y a une notion de coopération entre la microflore du sol et la plante pour lui permettre aussi, indépendamment de sa productivité végétale, de mieux repartir après une sécheresse, si elle n'est pas totalement morte, bien sûr. On perd 50% de la stabilité structurale du sol, c'est-à-dire de sa capacité à garder de la porosité, à se maintenir, à limiter les processus d'érosion. Donc ça, c'est assez important. Et puis, dernier paramètre qui est un peu plus récent, on augmente le temps de survie des pathogènes si on diminue la biodiversité d'un sol. Tout simplement parce que les pathogènes sont souvent des exogènes et quand ils arrivent au niveau du sol et que la biodiversité est affaiblie, eh ben, il n'y a plus un effet barrière, comme par exemple au niveau de nos tubes digestifs qui éliminent les germes que l'on ingérerait au quotidien et qui pourraient nous rendre malades. Ben, c'est pareil au niveau d'un sol. En fait, un sol, c'est un tube digestif dans lequel il a une flore et cette flore fait un effet barrière. Et si on affecte cet effet barrière, notamment en termes de baisse de biodiversité, et ben les pathogènes exogènes vont pouvoir s'implanter plus longtemps. 30%, c'est qu'au lieu de disparaître en 5-6 jours, les pathogènes mettent 15 jours à disparaître. Et si on baisse de 50% la diversité microbienne d'un sol, et ben les pathogènes vont rester plus de 25 jours. Là, c'est un pathogène humain qui est l'Listeria monocytogenes. On peut faire les mêmes démonstrations sur des pathogènes végétaux ou autres. Donc, on a aussi une directe implication de cette diversité microbienne dans l'état sanitaire du sol. Voilà, alors c'est vrai que c'est un cours un peu accéléré de microbiologie du sol à destination des sols agricoles, mais c'était important de vous donner un petit peu l'implication et l'importance de cette biodiversité dans ses grandes fonctions. Alors, comment on mesure cette diversité microbienne? On n'est plus pastorien, hein, même si on utilise toujours des microscopes et des boîtes de pétri avec des milieux de culture, mais aujourd'hui, comme la médecine a évolué depuis 30 ans, pareil, on travaille sur l'ADN et on extrait l'ADN du sol et on caractérise nos communautés de bactéries et de champignons grâce à cet ADN. On a deux grands outils. Tout d'abord, on quantifie cet ADN et ça nous donne une sorte de biomasse microbienne, moléculaire microbienne. Même le ministère de l'Environnement appelait ça à un moment la bidoche microbienne, c'est-à-dire, c'était un peu péjoratif, mais ils ont bien adhéré à cet indicateur, c'était la quantité de micro-organismes qu'on a dans un sol. C'est assez grossier, mais c'est assez informatif quand même sur le nombre de bactéries et de champignons qu'on a dans un sol. Et puis après, bien sûr, on va utiliser les dernières technologies de séquençage massif et on va définir des véritables indices de diversité, ce qui est important notamment par rapport aux expérimentations qu'on a faites juste auparavant, et puis des inventaires des espèces, voilà, qui est dans votre sol et combien on en a. Alors, très rapidement encore une fois, hein, je suis désolé de la rapidité avec laquelle je vous donne ces informations, mais vous pouvez aller voir sur Internet, il y a pas mal de vidéos, de conférences que l'on a données et qui reprennent ces résultats de façon moins rapide. On a la chance en France quand même d'avoir une recherche publique
durable et institutionnel qui nous permet de mener des grands projets sur 20 ou 30 ans. Et depuis 20 ans, on a un réseau d'observation des sols en France qui quadrille toute la France avec 2200 sols qui sont échantillonnés à l'échelle de la France selon une grille systématique. Et au début, c'était des analyses de qualité des sols, donc c'est le fameux réseau de mesure de la qualité des sols. Il y a toutes les analyses physico-chimiques, de mode d'usage, de climat, de géomorphologie qui sont assimilées. Et il y a une quinzaine d'années, même bientôt une vingtaine d'années, on est venu avec nos outils moléculaires, biomasse moléculaire, diversité de bactéries et de champignons, et on les a appliqués sur ces sols. Et la France, aujourd'hui, est le premier pays au monde à avoir un inventaire national de l'abondance et de la diversité de ces micro-organismes. Et c'est bien, on en a même fait des atlas, mais ça, c'est un problème. Et donc, voilà, vous avez 3 cartes. La carte de la biomasse moléculaire microbienne, la quantité de micro-organismes, celle de la diversité de bactérienne et celle de la diversité de champignons. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces cartes parce que ça serait trop compliqué, mais les zones bleues froides sont des zones pauvres et les zones plus chaudes sont des zones riches. On peut voir que ce soit l'abondance ou la diversité des micro-organismes qui sont structurés spatialement à l'échelle nationale et qu'on a des cartes différentes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de micro-organismes qui sont fortement diversifiés en termes de bactéries et de champignons. On a un peu tous les cas de figure disponibles. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première chose qui va structurer ces paramètres microbiens, c'est le type de sol. Voilà, c'est l'habitat dans lequel se trouvent ces micro-organismes, que ce soit pour la biomasse, la diversité des bactéries ou la diversité des champignons. Par contre, on a quand même aussi un effet du mode d'usage qui vient en deuxième rang. Alors oui, il n'y a pas de sols morts en France, mais il y a des sols plus ou moins vivants, et ils sont plus ou moins vivants d'un point de vue naturel par rapport au type de sol. Il y a des sols plus enclins à la vie et d'autres qui sont moins enclins à la vie, notamment microbienne, mais on a aussi un effet mode d'usage. Et ce que l'on voit, c'est que quand on regarde l'abondance des micro-organismes comme la biomasse moléculaire microbienne, eh ben, on a un peu moins de micro-organismes dans les sols agricoles en comparaison des forêts et des prairies, mais voilà, et un peu moins dans les vignes et vergers que dans les grandes cultures. Donc on a moins de micro-organismes dans les sols viticoles. On met ça sur le dos des pesticides, on met ça sur le dos du travail du sol, d'une mauvaise couverture végétale, mais on met ça aussi sur le dos, sur le fait qu'on fait de la vigne. À une époque, on a fait de la vigne historiquement dans des sols peu productifs, là, globalement, où on ne pouvait pas faire de la céréale. Donc, historiquement, par exemple, je parle de la Bourgogne, les moines de Cîteaux, ils ne pouvaient pas faire de blé sur la côte viticole parce que les sols étaient peu profonds. C'était des sols peu productifs et donc biologiquement moins actifs. Ils ont mis de la vigne, qui était une plante plus pionnière, etc. Vous connaissez la vigne, et donc qui était capable de coloniser ces sols. Donc aussi, il y a un amalgame avec des sols qui sont naturellement aussi moins biologiquement actifs. Si on regarde la diversité des bactéries et des champignons, on n'a pas exactement la même séquence parce qu'on a une augmentation de la diversité dans les sols agricoles. Ça, comment on l'explique? On s'attendait à une baisse de la biodiversité, ce sont des résultats robustes. Tout simplement parce que les pratiques agricoles, et notamment les pratiques viticoles, créent de la perturbation. Et on sait que les micro-organismes, quand il y a un peu de perturbation, mais pas trop, ça crée de la diversité. Et donc, c'est ce qui explique que dans des systèmes qui sont relativement stabilisés, comme les prairies et les forêts, qui ont peu de perturbations, on ait un peu plus de diversité des bactéries dans les systèmes agricoles et notamment dans les systèmes viticoles. Pour les champignons, c'est vrai aussi. On crée de la perturbation avec les systèmes agricoles, donc on augmente la diversité dans ces systèmes de grandes cultures notamment. Mais en vigne et verger, on n'est plus dans une perturbation moyenne, on est dans une forte perturbation, et notamment parce qu'il y a beaucoup d'antifongiques aussi, puisqu'on combat essentiellement des maladies cryptobagamiques comme l'oïdium et le mildiou. Et donc là, on n'est plus dans une perturbation moyenne, une perturbation très forte, et là, on perd de la diversité au niveau des systèmes viticoles. Voilà, alors là, je vous la donne un petit peu rapide, mais sachez que ces outils de biomasse, de diversité, de bactéries et de champignons, ce seront des indicateurs que vous allez avoir sur vos sols viticoles à l'échelle de vos parcelles et qu'on va essayer de co-interpréter avec vous en fonction de vos pratiques. Autre chose que l'on analyse aussi, ce sont les réseaux d'interaction, c'est-à-dire un peu la microbiosociologie, c'est-à-dire comment les micro-organismes dans un sol sont en interaction les uns avec les autres. C'est pour ça que j'ai mis un réseau social avec des gens, c'est pareil. Alors, ils n'ont pas des smartphones, les bactéries et les champignons, mais ils ont des interactions au quotidien, positives et négatives. Et donc, c'est ce qu'on est capable aussi de mesurer. Et ces réseaux d'interaction, on les a mesurés à l'échelle de la France, et on verra ce que ça donne à l'échelle de votre territoire quand on aura les résultats des Covid-19 en Côte-de-Provence. À l'échelle de la France, on les a comparés entre les forêts, prairies, grandes cultures et vignes. Voilà. Et alors, je vais aller assez rapidement, mais si on regarde les réseaux d'interaction, on peut voir qu'en passant d'une forêt à une grande culture ou à une vigne, on a une simplification du réseau. On perd presque 80 à 90% des interactions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que perdre des interactions, c'est pas bien. C'est comme dans une société humaine. Si on perd la communication entre les gens, la société va devenir clivante et on n'est pas loin de la guerre civile, etc. Et donc, c'est un peu pareil sur les organismes vivants et notamment les micro-organismes dans le sol. On perd
microbiosociologie, on perd ces réseaux d'interaction, on perd des interactions positives et négatives qui sont nécessaires à remplir les grandes fonctions portées par ces micro-organismes, minéralisation de la matière organique, stabilité structurelle du sol, et donc on va perdre une forme de stabilité et de fonctionnement biologique de cette communauté. Donc vous voyez que on voyait une augmentation de la diversité pour les grandes cultures et même pour les vignes, notamment pour les bactéries, mais que cette biodiversité, même si c'est positif qu'elle augmente, eh ben, elle est au détriment d'une certaine complexité dans les interactions qui, elles, sont perdues. C'est-à-dire qu'en fait, on va stimuler une diversité, mais à base d'opportunistes qui ne vont pas travailler avec le reste de la communauté. Et en fait, ça, c'est pas bon d'un point de vue écologique. Donc, on essayera aussi d'analyser ça au niveau des côtes de Provence. Alors, c'est un peu dur de faire des réseaux d'interaction à l'échelle de chaque parcelle. Par contre, on le fera en fonction des modes de production, le territoire des côtes de Provence par rapport à d'autres territoires et peut-être en fonction aussi de certains itinéraires techniques. Voilà, pour finir sur cette présentation, introduction un peu longue et un peu peut-être aussi dense, nos cartes, je remets nos cartes d'abondance et de diversité microbienne pour dire aussi que ce sont des productions de connaissances importantes et que c'est devenu des référentiels nationaux et que grâce à ces référentiels nationaux et nos outils moléculaires standardisés, on a pu développer des véritables diagnostics puisque nos outils deviennent des indicateurs avec des référentiels d'interprétation. Et donc, c'est le type de diagnostic que vous allez avoir sur vos parcelles pour les différents paramètres microbiens, y compris aussi pour le carbone du sol. Pierre développera ça un peu plus tard. Et donc, nous allons vous fournir un diagnostic avec une valeur de référence par rapport à votre parcelle. C'est exactement comme une analyse de sang. En fonction des caractéristiques, notamment du sol de votre parcelle, on va vous donner une valeur de référence, comme on prend vos caractéristiques humaines pour faire les analyses de biologie, et notamment sur la qualité du sang. Et on va positionner votre valeur mesurée par rapport à cette valeur de référence. Si vous êtes au-dessus, vous êtes vertueux. Si vous êtes un petit peu en dessous, c'est pas si grave que ça, mais il faut commencer à surveiller. Si vous êtes vraiment en dessous de la valeur de référence, c'est comme votre analyse de sang, il va falloir commencer à s'inquiéter et à changer des choses si vous êtes enclin à faire des modifications. Voilà, donc je vais laisser la parole à Cyril Zappellini qui va vous présenter plus particulièrement Ecovitisol et surtout ce qui s'est passé avant les Côtes de Provence, parce qu'il y avait une vie avant les Côtes de Provence, même si vous êtes persuadé que non, et surtout sur des territoires qu'on a investigués, j'allais dire en Champagne, non pas encore, en Alsace et en Bourgogne, rapidement les résultats. Cyril, tu as la main.